Volume avec un style innovant couplé à un gros grappling face au maître du jab et du setup pour son bras arrière, c'est Aljamain Sterling contre Calvin Kattar, l'un des combats les plus serrés sur papier et peut-être le combat le plus intriguant de l'UFC 300. Bienvenue sur cet épisode du Game Plan et avec Brian, on voulait absolument analyser ce superbe combat qu'on vous présente via unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Comme toujours, si vous comptez parier avec les meilleures cotes via Unibet, faites-le avec un esprit ludique et de manière raisonnée. Notre lien en description vous offre jusqu'à 100 € de free bets. Alors Brian, je propose qu'on commence directement par les forces et faiblesses et qu'on décrive Calvin Kattar en priorité. Ok. Il est moins connu du public puisqu'il a combattu un peu moins régulièrement sur ces dernières années. Calvin Kattar, je pense qu'on peut vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'est un excellent striker, plutôt boxeur. Et je pense qu'il a une carrière où l'UFC l'a mis quasi que contre des strikers. Si tu fais le calcul, si tu regardes. Ouais. Et donc, je suis très, très emballé. Que contre des très bons combattants. Ouais. Tu vois, il a pris que des gros noms, j'ai l'impression, depuis son arrivée. Ouais. Et effectivement, c'est difficile de faire cette analyse parce qu'il n'y a pas spécialement à part Zabit, Magomed Sharipov, mais qui n'a pas été proactif dans la recherche d'amener au sol, il n'a pas vraiment affronté de grands grappeurs, quoi. Oui, Zabit, c'est un excellent striker, mais il avait un très très bon grappling, limite que les gens oublient à quel point son grappling est excellent. C'est juste que voilà, dans le combat, on n'a pas pu le voir. Je crois que le seul réputé pour être un grappleur, ça remonte à Chris Fishgold, tu vois. Ouais, c'est ce que je crois que c'est le seul. Donc au final, mais bon, c'est pas comparable à non, bien sûr, mais je crois que c'est le seul. Voilà. Donc au final, un excellent striker qui n'a perdu que contre des strikers d'élite, hein, on va dire ça comme ça, hein, que contre le top 5 du striking à l'UFC. Ah, c'est ça, hein. Max Holloway, Josh Emmett, Arnold Allen, Zabit et Renato Moicano. Ouais. Donc voilà pour le présenter. Tu veux que je parle un peu de ses forces et ses faiblesses? Bah ouais, on va commencer un superbe jab. Moi, je pense que c'est un des gars qui construit le mieux avec son jab. Et comme tu l'as dit, plutôt boxeur. Gros menton. Quelqu'un qui aime bien stand and bang, comme on dit. Il a une bonne défense de lutte. Hein. En tout cas, statistiquement, il a 91% de défense. Après, comme on a dit, il n'a pas vraiment affronté de gros lutteurs. Donc, on n'a pas beaucoup d'indicateurs sur ça. Mais il me semble avoir lu quelque part qu'il avait quand même une base, un background en lutte aussi. Mais il n'aime pas l'utiliser tout simplement. Et son défaut, par contre, c'est que c'est un headhunter. Quand tu regardes statistiquement, il vise quasi que la tête. Ça, tu vois, je l'avais pas noté. Mais en fait, il fait partie de ces gars-là, tu vois, Jeff Neal, un peu comme lui. Et ça explique peut-être pourquoi il perd contre toujours sur des mecs qui sont meilleurs en striking, qui sont capables de varier sur les hauteurs, de varier sur les combinaisons. Hein. Ouais, parce que moi je trouve aussi très 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 endurant. Hein, aussi. Oui, de fait, il a déjà plusieurs combats en 5 rounds et on sent pas une grosse perte de qualité sur ces 5 rounds. Bon, évidemment contre Loé, il s'est juste fait rouler dessus pendant 5 rounds, mais contre Giga Chikadze, il est capable d'accélérer encore dans le 5e, dans une grosse guerre. Josh Emmett, c'était aussi en 5 rounds. Dan Ige, c'était aussi en 5 rounds. Donc, il a l'expérience des 25 minutes. Ici, c'est pas nécessaire, mais on peut notifier, hein, c'est un point commun entre Sterling et Kattar. Ils ont tous les deux plusieurs combats en 5 rounds et ils ont tous les deux déjà montré qu'ils étaient compétents sur 5 rounds. Peut-être Kattar un peu plus. Il a une meilleure gestion d'énergie que Sterling. Ouais, je pense. Je suis assez d'accord. Meilleure gestion d'énergie, mais on a un Sterling quand même qui est plus smart pour prendre ses rounds. C'est un des plus smart pour prendre des rounds, je pense, Sterling. C'est important de le dire, ouais. Et ouais, donc voilà. Je pense qu'on a fait un beau tour. Ouais. Moi, je trouve précis aussi. Hein. Oui. Ouais, clairement. Sur le dernier point, la précision des frappes, je pense que quand il frappe, je
je pense qu'il doit vraiment faire mal, quoi. Ouais, t'as l'impression que ça frappe sec, comme ça percute bien, parce que techniquement, il est propre. Et il y a aussi une certaine justesse dans sa gestion de la distance, je trouve. Il, il utilise beaucoup ses frappes avec ses poings et il est vraiment capable de bien jauger quel déplacement il doit faire pour pouvoir toucher à bout de bras tendu et que ça percute. Que ce soit pas juste une petite touche devant les yeux ou quoi, mais que ça touche bien à la tête et sortir de là assez rapidement. Donc je pense qu'il a, ouais, il a un côté bonne gestion de la distance, mais pas contre tout le monde. Voilà, contre Max Holloway, il était vraiment perdu dans ce combat, j'ai l'impression. Il a été perdu par le volume de Max Holloway, il a été perdu par les déplacements de Max Holloway, il a été perdu par le positionnement de Max Holloway. Mais quand il y a des gens qui lui laissent un tout petit peu plus d'espace, il est vraiment excellent, quoi. Quand tu regardes sa performance contre Jeremy Stephens, tu regardes sa performance contre Shane Burgos, c'est un de mes combats préférés de tous les temps. Ceux qui n'ont pas vu ce combat-là, allez voir Shane Burgos contre Qatar, c'est vraiment une démonstration de super chouette boxe anglaise de part et d'autre. Ouais. Même contre Giga Chikadze, hein, je pense qu'il était underdog en plus sur ce combat-là, non? Très underdog. Contre Ricardo Lamas aussi, très bon. Et défensivement, on peut peut-être dire qu'il est un peu perméable. Il repose beaucoup sur son menton. Et c'est pour ça aussi qu'il perd il perd des combats aussi parce qu'il encaisse beaucoup. Et face à quelqu'un qui est vraiment capable de capitaliser sur « Ok, tu vas encaisser beaucoup, j'ai beaucoup plus attaqué. » Et ça, c'est le truc aussi. Parce que pour moi, ça, c'est l'exemple type. C'est quelqu'un qui initie très bien. Il a besoin d'initier, c'est là où il est le meilleur. C'est pas un excellent contreur. Un peu comme Max Holloway. Et en fait, quand ils se sont tous les deux rencontrés, Max Holloway a gagné parce qu'il n'a pas laissé l'opportunité à Qatar d'initier. Parce qu'il a fait il a mis tellement de volume que c'était chaque fois Max Holloway qui initiait l'action. Et il a vraiment mis, par conséquent, Qatar dans sa zone d'effort. Genre, tu fais qu'engager, donc je suis obligé de contrer, c'est pas là où je suis le meilleur. Et donc Qatar, il a beaucoup touché Max Holloway, mais c'était systématiquement en contre, c'est pas quand lui initiait. Alors que le combat d'après, contre Giga Chikadze, Giga Chikadze, il n'a pas eu l'opportunité de balancer son volume. Et Qatar, il a pris un peu la leçon, genre, j'ai été étouffé par le jeu de Max Holloway. Maintenant, il faut que je sois encore plus proactif dans ma recherche d'engager l'action. Et c'est Giga Chikadze qui en a été la victime. Ouais, c'est vrai. Et droitier, hein. Il faut bien qu'on ait ça en tête aussi, c'est un droitier. Ouais. Alors, Sterling, comment est-ce que tu le Je pense décris? qu'on a fait le tour, hein. On va parler à Sterling. Ouais. Vas-y. Pour moi, je pense que à l'opposé, ça que j'aime beaucoup sur ce match-up, c'est qu'on a enfin, avec Calvin Kattar, une opposition de style. Ouais. Donc, Aljamain Sterling, hein, c'est un grappleur. C'est un grappleur avant tout. Je trouve que sa lutte est de plus en plus, plus intéressante. Son striking est pas très orthodoxe, donc pas très académique. Ça peut être assez perturbant. Ouais. Mais on l'a vu sur son dernier combat, forcément, face à un excellent striker, il s'est fait connecter. Hein. Il s'est fait connecter sur je pense pas que ce soit sur sur un excès de confiance. Je pense sincèrement que sur la manière dont il s'est pris le KO contre Sean O'Malley, c'est un défaut. Footwork. Comment dire ça? Ouais, un manque d'expérience debout, tu vois. Ouais. Ça paraissait. En fait, le truc, c'est que ça fait partie des combinaisons. Tu vois, Sterling, j'ai l'impression que son jeu debout sert sa lutte. Il envoie dans tous les sens, sous tous les angles, avec pas mal de volume, avec des techniques que tu n'as pas l'habitude de voir. Toi, tu as utilisé le mot perturbant. Moi, dans mes notes, j'avais déconcentrant. Ça va déconcentrer un peu l'adversaire et puis il va pouvoir shooter. Ça lui sert aussi d'entrer dans sa lutte, de faire ça. Parce qu'en plus, il est vraiment capable d'envoyer sa jambe avant, l'arc déposé, shooter directement dans les jambes. Il a un très, très bon contrôle de son corps. Et face à un excellent striker, par exemple, contre O'Malley, en fait, son volume de jeu a largement diminué. Il n'envoyait pas ses techniques toutes folkloriques parce qu'à mon avis, il avait peur de se faire connecter derrière. Et par conséquent, il était contraint de chercher à casser la distance de manière plus classique, en trouvant son angle et en cassant la distance de manière explosive. Et face à quelqu'un comme Sean O'Malley qui a des déplacements incroyables, il n'a jamais trouvé un bon angle, il n'a jamais trouvé une bonne entrée. Et à un moment, il a dû un tout petit peu surengager dans une attaque pour essayer de casser la distance et il s'est fait connecter parce qu'il y avait une porte ouverte qu'on ne peut pas laisser contre Sean O'Malley tout simplement. Ouais, mais sur une combinaison, sur un contre qui est
on va dire, relativement classique, tu vois. Dans le sens où, normalement, par exemple, sur les gars qui vont surengager le bras arrière, derrière, tu vas faire un roll under, tu vois. Pour éviter notamment ce contre, tu vas bien le couvrir. C'est une bonne idée, mais c'est le genre de KO qui, pour moi en tout cas, comme je l'ai dit, très très bon striker dans le sens où il va perturber, il n'est pas du tout académique, mais de l'autre côté, bah forcément, quand tu n'es pas très académique, eh bien, tu peux te faire avoir face à des strikers plus académiques, tu vois, plus conventionnels de l'élite. Hein, C'est ça, de l'élite, c'est le mot important. Et je pense pas non plus que dans son voilà, je pense pas non plus que dans son club ou dans son entourage, il ait des strikers du niveau, en tout cas, qu'avait Sean O'Malley dans sa préparation, et là non plus du niveau de Calvin Kattar. Et je pense que ça va être quelque chose de, comment dire ça, d'assez questionnant pour se rendre compte de la dangerosité sur les différences de style comme ça, de la dangerosité d'un striker ou d'un grappleur d'élite. Tu peux pas t'entraîner avec ton pote, quoi, Non. tu vois. Non, parce que tu es obligé d'aller t'entraîner une fois avec un striker d'élite pour te rendre compte du niveau que parce c'est. que chez Serra Longo, bon, maintenant Sterling monte en featherweight. Donc, il peut s'entraîner avec Ali Yaquinta. Mais Ali Yaquinta, il n'a pas la même chose à proposer que Calvin Kattar. Donc, il faut aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Au final, tu vois, par exemple, sur le combat avec Baki Doumbé, Baki avait fait des rounds avec un champion du Glory. Ouais, Tu te rappelles de ça? Et il y a eu pas mal de critiques sur le fait que c'est pas le même style, ils combattent pas de la même manière, etc., etc. Mais en fait, c'est pas ce qui était recherché en soi dans le camp, parce que ça a été fait bien en amont. Je pense que derrière, la stratégie qui avait été choisie par, j'imagine par Fernand, qui a dû organiser ça, c'est de faire comprendre à Baki qu'il y a des niveaux, tu vois. Et que tu peux pas regarder ce que tu vois à la télé, eh bien, c'est pas la même chose que ce que tu ressens. Donc, tu peux pas commencer à dire, ah, ça va, il est beaucoup sur le pied avant, ça va être facile, il a pas l'air de faire mal. Tu vas te mettre face à je sais pas, donc un boxeur pro, niveau champion Glory. Tu te rends compte que les gars, c'est très très fort, que les gars, ils vont toujours se réadapter, avoir une bonne compréhension de la gestion, et ça te permet de pouvoir respecter aussi l'adversaire en face, quoi. Et adapter un peu ton style. Et donc voilà, et adapter ton style et savoir qu'il y a une véritable dangerosité. Et la même chose de l'autre côté, la même chose si tu es un striker et que tu ne tournes qu'avec des grappleurs lambda et que tu ne vas jamais te faire rouler dessus par un grappleur d'élite, entre guillemets, tu pourrais sous-estimer ton adversaire et te faire soumettre, tu vois, tout simplement. Ouais, donc c'est intéressant comme... pour approcher. On a un peu dévié, mais moi je trouve ça très important parce que ça fait partie, tu vois, quand on parle de game plan, il y a aussi training camp qui est lié, tu vois. Et donc là, expliquer que Sterling, il doit aller se challenger face à d'autres strikers d'élite parce que typiquement sa dernière défaite, c'est face à un striker d'élite. Donc là, il a dû avoir cette réalisation de, ok, il y a des niveaux à ce jeu et j'espère qu'il se rend compte que Calvin Kattar, c'est pas un aussi bon striker que O'Malley, mais il fait partie de cette catégorie des excellents strikers MMA. Donc, il a tout intérêt à continuer à faire une préparation face à quelqu'un qui est capable de lui montrer qu'il y a des différences de niveau et que Sterling n'y est juste pas en pied-point. Mais on est sur un 50-50, hein, on est d'accord là-dessus. Toi, tu avais un 50-50 sur le... Mais justement, attends, je pense que je regarde mes notes. Ah mince! Mais juste... je pensais l'avoir noté. Je voulais qu'on parle des codes de Paris après qu'on ait parlé des game plans parce que j'avais été surpris quand j'étais allé les voir. Mais c'est juste que... Ah, j'ai pas regardé encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a un Sterling qui va faire face à un excellent striker. Et que les chemins de la victoire pour Kattar, c'est bien évidemment le striking, tu vois. Et le risque pour Sterling sur ce combat-là, c'est de sous-estimer le niveau de Calvin Kattar. Parce qu'il a 2 défaites d'affilée. Non. Kattar, ouais. Allen et Emmett. Bon, Emmett, c'est discutable, la défaite, selon moi. Et Allen, c'est sur blessure. Ouais. Mais voilà, ça pourrait être aussi...
J'espère en tout cas pour lui. Mais bon, revenons à Sterling sur son profil, force et faiblesse. Vas-y, je te lance. Bah écoute, tu l'as déjà très bien décrit debout, je trouve. Le point qu'on souligne tout le temps, hein, lui c'est un switch fighter, hein, il est capable de combattre en droitier et gaucher. Quelqu'un qui va justement dans son style un peu innovant, un peu orthodoxe, le fait de bosser sur des angles un peu bizarroïdes, etc., bah, forcément il y a les changements de garde bah, dont on va pas spécial. C'est pas des changements de garde comme Cory Sandhagen où on sent que chaque changement de garde a un intérêt derrière. Ici c'est dans ce mode, j'ai envie de te perturber, j'ai envie que tu comprennes pas où je suis, comment je suis positionné, et il est capable d'attaquer, peu importe le positionnement de ses pieds. Donc ça, c'est plutôt une force qui peut se transformer en faiblesse aussi, parce qu'il n'y a pas une grande qualité de déplacement par rapport à un Sean O'Malley, par exemple. Tu l'as dit, sa lutte s'est vachement améliorée. Je pense que forcément, avoir Dvalishvili en tant que meilleur ami et que partenaire d'entraînement principal, ça doit aider. Et alors, il a un grappling à la fois très offensif, et avec un excellent contrôle. Il a une capacité à prendre le dos qui est exceptionnelle. Et une fois qu'il est dans le dos, il est vraiment très, très, très bon, surtout en début de combat. Forcément, on l'avait vu contre Cory Sandhagen. Et il est capable de prendre le dos un peu de partout, debout. Donc, il n'a pas besoin que ce soit au sol pour prendre le dos. Il est capable de prendre ton dos debout. Il est capable de le prendre une fois au sol. Et sur le F-stretch, il en a un. Il faut le notifier. Et on a parlé de Zabit Magomedsharipov plus tôt dans le podcast. Les deux, le même soir, ils ont un le stretch. Quelle soirée exceptionnelle. Mais bon, voilà. Franchement, ce mec, c'est un poisseux quand même, Aljamain Sterling. Il met un soulève stretch et tout, t'es là, tu fais waouh, trop bien, etc. Et puis tu rentres dans ton vestiaire et t'en as un autre qui le place et tout le monde t'a oublié, quoi. Quel poisseux, c'est un truc. Attends, donc il n'y en avait eu que un à l'UFC par Robertson, puis il n'y en a plus eu du tout, et puis le même soir, il y en a deux. Ouais, c'est ça, hein, c'était Sterling et Magomedsharipov, et depuis, je pense qu'il n'y en a plus eu. Donc il y en a 3 au total à l'UFC. Bref, ouais, comme tu dis, poisseux. Et alors pour les faiblesses, bah, forcément, je le trouve perméable défensivement par son style. Ce qui est normal, ce serait impossible d'avoir ce style-là et en plus de ça, avoir une grande qualité défensive dans son pied-point en tout cas. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ça. Je pense que on en a parlé rapidement. Moi, je trouve qu'il gère aussi bien sur les rounds. Il est capable de savoir le minimum entre guillemets syndical pour obtenir un round. Ça a été objet à forte discussion suite à ses victoires contre Petr Yan notamment. Ouais, sur sa revanche contre Petr Yan, ouais. Contre Petr Yan, mais voilà, c'est clair que sur le côté spectacle, c'était vraiment pas très intéressant. Mais sur le côté stratégique, on se retrouve avec, tu vois, une stratégie de foot où tu mets le bus devant les goals, tu vois. Ouais, non, franchement, c'est tu bloques tout, quoi. Et après, voilà. Moi personnellement, j'apprécie ce genre de stratégie, tu vois. J'apprécie vraiment ce genre de stratégie et ça me plaît, mais c'est vrai que sur le plan spectacle, je comprends que ça peut frustrer énormément de gens. Tout à fait, mais en fait, il faut être capable d'apprécier. Je trouve qu'on a besoin de ce genre de combat aussi. Tu vois, tu as besoin des combats plus spectaculaires, plus divertissants, et c'est intéressant d'avoir aussi ces combats beaucoup plus stratégiques. Et moi, je suis capable de prendre mon pied à regarder ce genre de. Ah, le mec, il est venu avec une vraie stratégie. Je prends les 3 premiers, je survis les 2 derniers. Il y a un côté risque à ça, et le fait qu'il y soit parvenu contre Petr Yan, qui avait vraiment un peu joué avec lui dans le 2-3-4 de leur premier combat. Franchement, respect quoi. Respect parce que peu de gens le voyaient gagner cette revanche et il est venu, il a gagné de manière non critiquable, tu vois. Autant le premier combat sur le DQ, les gens disaient ouais, il a simulé. Enfin, tu vois, c'est pas une vraie victoire. C'est plus une défaite de Petr Yan qui connaît pas les règles. Ici sur la revanche, pour moi, c'était. Je comprends qu'il y ait des discussions sur le scoring. Moi, le scoring, il était clair et net. C'était 48-47. Alors oui, le premier round est un peu discutable. Il est très serré. Mais pour moi, il est très serré et à la fois clair pour Sterling. Donc pour moi, il n'y avait pas de discussion possible. Mais ouais, c'est intéressant parce que justement, Kattar, il a quelques splits. Ouais, vas-y. Non, t'as raison sur les splits. Le dernier point que je pense qu'on n'a pas abordé, c'est sa lutte offensive. J'ai l'impression qu'elle a quand même bien progressé, Aljamain. Sur son avant-dernier combat contre Henry Cerudo, moi j'avoue que je ne le voyais pas mettre au sol de cette manière-là, tu vois, obtenir autant de dos, autant de takedown. C'était exceptionnel. Franchement, ce combat-là était magnifique. Ce combat-là était magnifique et
c'est quoi 4-3? Ouais, c'est ça. 4 takedowns à 3 pour Sterling. Et même sur le sol, le positionnement, la lutte des grippes, c'était de très haut niveau. Moi, j'avais kiffé ce combat de A à Z. C'était une décision partagée, en fait. Ouais. Ah ouais, je pensais que il n'y avait pas de... Toi, t'avais scoré quoi, ce combat-là? Ouh, ça remonte. Je me demande si j'avais pas la victoire pour Cejudo. Ou Cerudo, je sais pas si on prononce J ou R sans J. Bref, Triple Cerudo. C. On va l'appeler Triple Triple C. C. Cringe King. Ah, ça me chauffe pour regarder ce combat-là. Je pensais que c'était une décision normale, tu vois, enfin, genre unanime. Ah, et justement, ça Mais en rejoint tout un cas, peu le moi, il point, m'avait... tu vois. Il est capable de gagner des rounds. Bon, là, c'était un peu serré sur un ou deux rounds. J'allais regarder sur MMA Decisions, mais je te laisse un peu continuer ton fil d'idées en attendant. Ouais, en tout cas, je sais que quand on avait analysé ce combat, moi, je voyais Cerudo être favori. Je le voyais emporter ce combat. Et notamment, je ne voyais pas Aljamain Sterling le mettre au sol, tout simplement. Et ben, il m'a fait mentir, hein, et je pense il a fait mentir plus d'une personne, mais j'ai trouvé qu'il avait énormément progressé. Je ne sais pas si le terme progressé, parce que ça dépend aussi de tous les profils. En tout cas, sur sa manière de mettre au sol, il m'avait impressionné. Sur sa manière de prendre le dos, il m'avait impressionné. Et, donc, ce point-là, qui pour moi pouvait à ce moment-là être un défaut sur ses qualités offensives en lutte, maintenant, sur ce combat contre Qatar, je le mets dans les points positifs, dans le sens où je pense que sa lutte et ses prises de dos à la cage devraient être efficientes. Il devrait être capable de pouvoir, malgré le haut taux de défense, de mise au sol de Calvin Qatar, je le vois mettre au sol, prendre le dos. Ouais, ça fait une bonne transition vers le game plan. Donc, juste avant de transiter vers la partie game plan du podcast, le combat Sterling contre Cerudo, il y a 2 rounds qui sont splits, c'est le 2 et le 5. Ouais, c'est ça. Attends, le 3 aussi? Non, le 3, c'est les fans qui hésitaient beaucoup. Mais quand tu regardes les juges, voilà, il y a 3 rounds unanimes et 2 rounds un peu dans la balance. Quand tu regardes les médias, c'est quasi tous donnent la victoire à Sterling, à l'exception de 2 médias. Donc, je me souviens plus, peut-être que je donnais la victoire à Sterling et que j'avais aussi été surpris de la split. Ça remonte à il y a trop longtemps. Moi, j'ai regardé que 2 rounds hier pour le kiff et franchement, c'était. J'avais. Là, tu sais, quand j'étais étonné que c'était la split, pour moi, c'était Sterling qui l'avait emporté à la décision. Mais ça Sans m'intéresse débat. de regarder. Ouais. Sans débat, Tu perdras pas une j'ai demi-heure de plus ta trop. vie à revoir ce combat. Ça, c'est clair. Et c'est ceux qui n'ont pas vu ce combat, franchement, allez le voir. Ok, transitons sur la partie game plan. Alors, avant. Non, pas avant. On va commencer par. Commençons par Qatar. On a commencé par le profil Qatar. On va continuer avec le game plan Qatar. De son côté, quel serait. Tu l'as déjà un peu dit, hein, c'est une opposition de style. Donc, le chemin de la victoire pour Qatar, c'est debout. Le chemin de la victoire pour Sterling, c'est au sol. Mais alors, la question que j'ai plutôt posée, elle va être plus spécifique, c'est comment est-ce que tu gères un style aussi peu orthodoxe, imprévisible, sans prendre de risque de trop exposer tes hanches? Donc, à la place de Qatar, comment est-ce que tu fais pour t'assurer de gagner debout et minimiser complètement les chances de te retrouver sur ton dos? Je pense que sur ce combat-là, on a quand même un style, le style de Qatar qui se prête plutôt bien à ça. L'utilisation du jab, c'est quand même la possibilité de pouvoir toucher en gardant ses hanches relativement loin, de ne pas exposer son dos, Donc pour moi, c'est clair que sur son game plan, ça va être ce jab, ça va être rester à distance, éviter tout ce qui va être calf kick aussi, parce qu'on a quand même un Sterling qui descend bien dans les jambes en contre, tu vois, sur les kicks. Mais je pense qu'il doit chercher. En tout cas, moi, si j'étais à la place de Qatar, je chercherais à mettre du volume, je chercherais à toucher avec du jab, beaucoup, déplacer, sortir de l'axe, défendre à tout prix les mises au sol, utiliser du jab, et peut-être à la fin du premier round ou à partir du deuxième, commencer à combiner, tu vois. Ouais. Donc j'aurais tendance à vraiment vouloir lui envoyer plein de frappes. Et quand je te parlais d'expérience de striking,
c'est des choses qu'on a en boxe anglaise ou en kickboxing. Stratégiquement, tu vas construire le Mhm. KO au deuxième ou au troisième. On en a parlé la semaine dernière avec Alex Pereira. Et je pense que Calvin Kattar serait capable de construire, euh, d'être patient pour attendre le deuxième et connecter avec sa droite, tu vois. Ouais. C'est là où on va voir la différence entre un bon striker qui est Sterling, mais où son gros niveau, c'est le grappling. Et je ne pense pas qu'il ait dans ses partenaires d'entraînement d'excellents strikers avec ce genre de, de- de manière de travailler. Mhm. Et je pense que Qatar est clairement capable de le faire. Donc moi, ça serait pour moi le chemin le plus simple. Mhm. Je suis d'accord. Pour moi, il doit chercher la victoire la plus safe possible parce que Sterling est vraiment dangereux. Pour peu qu'il t'amène une fois au sol, tu peux très vite être dans un embarras pas possible. Et en tout cas, s'il Mhm, t'amène au mhm. sol dans les 2 premières minutes du round, il y a une forte probabilité que tu te relèves pas et que tu perdes le round. Et donc sur 3 rounds, c'est quand même important de pouvoir en prendre 2. Moi, je te rejoins. Je pense que début sans prise de risque, donc beaucoup travailler derrière son jab. Essayer de le varier avec des jabs au corps qui il en envoie de temps en temps. Hein, contre Zabit Magomed-Sharipov, il en a envoyé quelques-uns. C'est intéressant. Et je pense que là, il doit le faire. Peut-être montrer son genou, parce qu'il ne faut pas oublier, Sterling, il a une défaite sur un kick genou. Mhm. Enfin, tu vois, c'est un kick, mais finalement, c'est le genou qui touche. Donc, je pense que ça doit faire partie de l'arsenal, montrer le kick genou pour dire, OK, si tu shootes dans mes jambes, oublie pas qu'il y a quelques armes assez dangereuses et rappelle-toi du Mhm. KO que tu as pris. Euh, et alors, ouais, il faut punir aussi les fois où Aljamain casse la distance. Soit de punir, soit de vraiment désengager très, très rapidement. Encore une fois, Sterling, c'est un peu comme Dvalishvili. C'est pas parce qu'il rate une amenée au sol qu'il va plus en faire derrière. Il est capable d'aller à l'usure, Mhm. essayer jusqu'à ce que ça marche. Donc, désengager ou juste défendre, ça va pas rendre Sterling plus attentiste sur la suite du combat. Par contre, punir, ouais, là, ça peut le rendre plus attentiste sur la suite du combat. Et ouais, beaucoup de déplacements, évidemment. Tu es face à quelqu'un qui se déplace beaucoup. Si tu te déplaces beaucoup, il va aussi avoir du mal à trouver ses angles. Et toi, trouver l'angle de ton jab, c'est moins compliqué que trouver l'angle d'une amenée au sol si les deux bougent beaucoup, je trouve. Euh, et, ouais, et peut-être un truc à souligner du côté de Qatar, ce que j'aime bien, tu vois, tu dis qu'il construit son jeu et que les boxeurs professionnels, ils cherchent pas souvent le KO au premier round, tu vois, ils construisent leur jeu en disant je vais trouver mon KO plus tard avec les ouvertures que je commence à créer à partir du premier round. Et Qatar, il y a un truc qui est intéressant chez lui, c'est sa cadence. Il va pas toujours envoyer avec la même vitesse son jab. Il va l'envoyer lentement de temps en temps, et puis tu vas t'habituer à ça, et puis il va te le piquer très rapidement. Et tu sais, quand ton cerveau s'habitue, ah, c'est ça son rythme, c'est ça sa vitesse de son jab, ok. Et puis il accélère. Et de temps en temps, il va aussi cacher son step-in avec son jab. Enfin, franchement, c'est un tout bon travail qu'il a. Euh, et donc, ouais, utiliser quasi que le jab au premier round, et puis commencer à sortir le bras arrière à partir du deuxième, c'est intéressant pour un peu varier. Du côté de Sterling, moi j'ai mis version Peter Yan 2, mais en 3 rounds. Donc il doit prendre 2 rounds et, Ouais, et peut-être, bah écoute, peut-être moi, que en se disant je prends le premier et le deuxième, peut-être qu'il nous fera la même chose que contre Sandhagen. moi je pense qu'il doit clairement faire ce qu'il fait de mieux, tu vois, Sterling, aller coller, mettre au sol, prendre le dos et chercher à étrangler Mhm, et prendre au moins le round. Il lui faut juste 2 rounds, tu vois. mhm. Donc il doit partir du principe qu'il lui faut 2 rounds, qu'il doit survivre à la boxe de Calvin Kattar, et que le meilleur moyen pour lui de survivre à la boxe de Calvin Kattar, c'est de se réfugier dans le dos de Calvin Kattar. Ouais, à la Pantoja, qui fait ça très bien, évidemment, contre Moreno et contre Vival. Hmm. Donc voilà, donc je pense que ça doit être vraiment ça. Je pense que sur son game plan, je pense il aurait dû commencer, il l'a peut-être fait hein, pendant sa préparation. Je pense qu'il doit avoir travaillé avec un très bon boxeur qui a un peu le même profil que Calvin, et pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment le jab peut devenir problématique, comment les changements de rythme, ou tu vois, le bras arrière dans l'axe, un bon boxeur, tu joues pas avec, tu vois. Mhm. Tu joues pas avec, c'est dur, il y a un transfert de masse qui est présent parce que ça fait des années que ça s'entraîne, et tu joues pas avec ça, quoi. Tu commences pas à te dire, oh, je peux rivaliser, tu vois. Alors, question. Mm. Si au cours du combat, Sterling arrive vraiment pas à mettre Qatar au sol, vraiment pas, et qu'il est contraint de le combattre debout,
quelles seraient ses options pour pour espérer gagner debout face à un Qatar? Coup de genou sauté. Et les low kicks, qu'est-ce que t'en penses? Non. Face à un bon jabber, les low kicks, c'est une option. Ah ouais, mais bon, tu sais, les low kicks, c'est aussi s'exposer au bras arrière, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, dans ce cas-là, je pense il doit clairement aller perturber le, le combattant très académique, tu vois. Il doit le perturber, il doit aller chercher des coudes, doit aller chercher des angles un petit peu différents, il doit le faire sortir de son jeu, par exemple. Donc Mhm. on a quand même un Calvin Kattar qui a aussi une certaine créativité, qui peut aller chercher des coudes remontants, un peu dangereux. Et moi, par exemple, sur cette créativité, je pense que Calvin Kattar, il doit la mettre de côté sur ce combat, parce que il pourrait s'exposer. Mais Ouais. donc non, je pense s'il ne trouve pas d'ouverture au takedown, il doit vraiment créer de la bagarre, tu vois, créer Mm. quelque chose Ouais, un mais peu fouillis. Et, ouais, sans trop et donc c'est s'exposer pour pour ça, quand autant. je disais tu dis? Bah, c'est Sans pour trop ça que je te disais s'exposer, coup de ouais. genou sauté. Mhm. Ouais. Ça fait penser, si tu regardes un petit peu, ouais, j'en parle souvent, mais Khabib Nurmagomedov, c'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il faisait face à des bons jabbers. Il avançait, même des bons kickers, il avançait, il rentrait, et bon, puis il mettait énormément de pression. Et c'est extrêmement difficile d'utiliser son jab quand tu es tout le temps acculé, tu vois, avec cette Ouais. dangerosité d'être mis au sol. Donc Mhm. plutôt que les low kicks ou ce genre de choses, je pense que si ça vient pas, il doit devenir ouais, vraiment être toujours sur lui, toujours sur lui et le pousser à reculer, le pousser à se défendre, descendre dans ses jambes comme il le fait, hein, Sterling, et puis ça va défendre, et puis remonter en frappant, Ouais. et lui dire allez viens on se bat, etc. Le faire sortir, tu vois, de son jeu. Ouais, je posais la question parce que on n'en a pas parlé dans les faiblesses de Qatar, mais comme souvent, et on peut le dire par défaut, les bons jabbers, ils sont assez exposés au low kick. Et voilà, Moicano a complètement exploité ça. Je crois qu'il en touche presque avec 40. Il faudrait que j'aille voir les stats. Mais tac, tac, Mhm. tac. Ouais, c'est ça, 38 sur 46 qui ont touché pour Moicano en 3 rounds, c'est pas mal. Et je pense que si je regarde Magomed Sharipov, 36 low kicks sur 36 en 3 rounds. Je sais pas qui d'autre je peux regarder. Danny Gay peut-être 17 sur 22. Ouais, Ouais, après c'est pas du tout le même profil de striker, hein. non, bien sûr que non, mais la Je sensibilité est là, tu vois, vois. ce que tu veux. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire effectivement, ça peut être une faiblesse sur Calvin Kattar, mais est-ce que Sterling peut l'exploiter? Moi, j'y C'est crois ça. moins, tu vois. Ouais, c'est plus ça. C'est pour ça que je voulais poser la question, c'est parce que l'ouverture est là. Est-ce que le style de Sterling lui permettrait de pas sans risque? Moi, ma réponse c'est ça. Hmm. Il pourrait travailler là-dessus, mais ça représente un risque de te faire aussi jabber au moment où tu es sur un seul appui. Donc il y a un côté intéressant à ça. On va Ouais, passer tu au vois, chrono et voilà. tu, tu parlais de ce qui avait complètement annihilé son jeu pour Max Holloway. Max Holloway, c'était vraiment le volume. Tu vois, Oui, la pression, le volume, etc. c'est Et vrai. c'est pour ça que je me dis que si ça vient pas, Aljamain Sterling, ça, c'est quelque chose qu'il pourrait faire. Du Mhm. volume, de l'intensité, de feinter les descentes dans les jambes, d'envoyer des coups, que ça vient de partout, mais pas éternellement, quoi. C'est vraiment pour pouvoir coller et prendre le dos. Ouais, en fait, c'est intéressant comme Il y a peut-être... discussion. Vas-y. Hmm. Non, vas-y. Je disais, c'est intéressant comme discussion parce que tu as vraiment ce truc de Calvin Kattar a plusieurs défaites. Et sur ces défaites, on Hmm. voit des similitudes par les low kicks chez certains. Et l'autre similitude, Ouais. c'est le volume. Et en fait, quand tu fais face à Hmm. Calvin Kattar, à la place de Sterling, tu dis, OK, bah, moi, je vais être le premier à le mettre en difficulté par le grappling parce que Fishgold n'y était pas arrivé par le passé. Zabit avait décidé de ne pas exploiter ça et il a gagné par son striking. Moi, je vais essayer de gagner par ma Mhm. lutte. Par contre, si ma lutte elle passe pas, je dois avoir un game plan B. Mon game plan B, est-ce que je prends la voie de Moicano avec des low kicks ou est-ce que je prends la voie de Max Holloway avec du volume? Et par rapport au style Mhm. de Sterling, tu as amplement raison. La voie du volume de Max Holloway est plus intéressante que la voie des low kicks de Moicano. Ouais, et surtout qu'elle lui permettrait de pouvoir prendre ce dos et revenir sur son plan A, tu vois. Ah ouais, Ce qui sera moins le cas avec les low kicks. exact. Bien vu. Très bien vu.
y a peut-être une question que les gens vont se poser, qui a été posée à Aljamain Sterling, c'est le fait qu'il monte de catégorie Ouais. après avoir été mis KO par un 61 kg et par un 61 kg relativement léger pour la catégorie, Sean O'Malley. Et donc, sur ce combat, est-ce que la différence de poids pourrait être un facteur qui mettrait Calvin Kattar plus favori que ce qu'on pourrait penser, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, tu vois. Eh ben, parlons-en maintenant. Ouais. Sterling est un gros bantamweight. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner en featherweight? Et après, c'est un 3 rounds, donc j'ai pas trop peur pour son énergie et sa capacité à produire deux Mhm. excellents rounds et survivre dans un troisième, si c'est ça sa stratégie. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Qatar, il a ce knockout power. Hein. Contre la masse, il l'a prouvé. Oui. Contre Stephens, bon, c'est un coup de coude, mais il l'a prouvé aussi. Il a prouvé qu'il frappait dur Ouais. et que son jab était aussi très, très percutant. Donc, ouais, pour Sterling, il y a ce risque et c'est clair que dans l'analyse, tu peux dire, OK, je donne 5, peut-être 10% en plus à Qatar du fait que c'est dans sa division et que Sterling vient monter chez lui après avoir pris un KO. Après le KO de O'Malley, c'est aussi, comme on en parlait dans le podcast sur Pereira, je pense. Il voit pas la frappe venir, elle est méga précise Non, et il y a une oui. collision de direction. Donc, ouais. Ouais, c'est un KO qu'il aurait pu prendre face à un flyweight aussi, tu vois. Donc, Exact. Ouais. là-dessus. Mais moi, je pense par contre que Calvin Kattar, c'est pas un gros featherweight. Je me trompe peut-être, hein, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais physiquement, il me paraît pas très costaud, quoi. Tu vois, ses jambes, la musculature des jambes, je pense pas que ce soit un gros. Non, je crois qu'il est featherweight. moyen, peut-être dans la moyenne basse, parce que c'est vrai qu'en featherweight, il y a des gros cutters. Après, c'est un striker, hein, donc on dit souvent, la plupart des strikers vont pas spécialement cutter de manière drastique. Hmm. Et donc, bah, ça, ouais. Je t'avoue qu'au final, j'étais pas super emballé par ce combat-là quand il a été annoncé. Peut-être que j'avais d'autres idées en tête, mais c'est clair qu'après avoir revu les combats et connaître leur parcours, je trouve que c'est vraiment bien, tu vois. Mhm. Je trouve que je suis vraiment content que Calvin Kattar puisse avoir une opposition de style et qu'il ne soit pas juste mis pour un combat de striking, 100% striking, tu vois. Mhm. Donc là, on va vraiment avoir cet aspect-là. Je trouve que les deux ont leur chance. Il y a vraiment des chemins pour la victoire des deux côtés. Sterling, c'est pas non plus une montée trop agressive, dans le sens où ça lui permettrait de se placer, mais on lui donne quand même quelqu'un qui n'est pas non plus énorme pour la KT. Donc ça lui permet de pouvoir voilà, prendre ses marques dans sa montée de KT. Et en même temps, il a vraiment des chemins pour la victoire. Donc on lui donne pas un combat piège d'entrée de jeu avec tu vois, je sais pas moi, Arnold Allen par exemple, tu vois. Ouais, Je pense que ça aurait été. ouais, ce Je matchmaking pense est que ça vraiment aurait bien été. foutu. Ouais, et clairement, clairement. Au final, avec le recul, là maintenant, je me dis le matchmaking est bien foutu. Il est plutôt respectueux des deux combattants. Les deux ont vraiment quelque chose à gagner, même sur la voie martiale, tu vois, sur l'apprentissage, ils doivent arriver bien préparés. Ils doivent, euh, voilà, faire, comment dire ça, euh, se une introspection, tu vois, ils doivent se faire une sorte d'introspection. Ok, j'ai jamais affronté de grappleur, il va falloir que je me prépare pour ça. Mhm. Et de l'autre côté, ok, je viens de perdre face à un excellent striker, j'en affronte un nouveau, il faut absolument que je trouve mon chemin pour la victoire, tu vois. Ouais, en fait, J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais. c'est le genre de combat qui va drastiquement améliorer l'un comme l'autre grâce à la préparation, grâce au fait que Mm, j'affronte ce genre de gars, donc je dois me mm, mm. préparer de cette manière. Et c'est une opportunité pour moi de vraiment me développer en tant que euh, martial artist, artiste martial. Euh, En tant que combattant, ouais, ouais. alors, pronostic et préférence, avant ça, je vais quand même. Parce que là, tu parlais d'un 50-50 de ton côté. Moi aussi, je me trouve vraiment sur un 50-50 dans ce combat. Et les codes de Paris Ouais. international. Ah, ouais, international, c'est féminin. Parce qu'on n'a pas ça sur Unibet, puisque c'est en prélims. C'est dingue qu'on puisse se faire un podcast aussi intéressant sur un combat de prélims. C'est dire à quel point la carte du Mm, 300 est profonde en termes de talent et d'intrigue. C'est 60-40 pour Sterling.
qui est donné. Ouais, ça m'étonne pas que ça aille de ce côté-là, hein. Souvent, on va privilégier le grappleur-lutteur, Ouais. clairement. Ouais, et puis là, comme tu Ça l'as peut dit, paraître étonnant, hein. tu as le palmarès Ça peut paraître récent. étonnant sur les. Ah, excuse-moi, vas-y. Ouais, on a un petit décalage. Le palmarès récent de Qatar te donne aussi une vision genre il est en déclin ou voilà, il a plus rien de spécial à faire dans sa carrière. Tu vois, sur ses 4 derniers combats, il y a 3 défaites quand même. Donc voilà. Hmm. Mais ouais, moi je suis un peu plus proche du 50-50 avec un petit penchant Sterling. Mais 60-40 me semble quand même un peu trop écarté, même si clairement je peux voir une soumission expéditive de Sterling, un peu comme il l'a fait contre Sandhagen, hein. Vraiment, celle-là, je peux la voir venir. C'est un scénario très plausible. Je pense que en fait, ça aurait été beaucoup plus équilibré si ça avait été en synchrone, tu vois. Ouais. Ouais, tu aurais fait en plus 5% Je pense qu'on aurait été pour sur, Qatar. clairement. Je pense que voilà, si ça avait été en synchrone, on serait parti du principe que s'il survivait aux 2 premiers rounds, il aurait pu prendre le 3-4-5, tu vois, et quitte à trouver un finish avant la Ouais. fin, tu vois. Non, au final, ouais, 60-40, c'est pas déconnant, hein. Moi, je t'avoue que là, après analyse, j'avais tendance à voir quand même. Enfin, là, sur les pronos, on va en parler, mais je vois plutôt Sterling clairement emporter ce combat-là, tu vois. Donc, ouais. Je te donne mon prono. Vas-y, prono et préférence, let's go. Prono, Aljamain Sterling par soumission. Étranglement arrière. Préférence. Oh, j'ai pas réellement de préférence, hein, je vous avoue là-dessus. Non, j'ai pas trop de préférence. J'ai pas trop de préférence sur ce combat-là. Peut-être un rapport aux opportunités de suite pour l'un ou pour l'autre. En fait, alors, Ouais. moi j'avoue, comme je t'ai dit, je peux voir une soumission expéditive pour Sterling. Par contre, je suis biaisé, je kiffe trop Qatar. C'est vraiment, il fait partie de mes combattants que je préfère. Donc, j'aimerais le voir prendre le combat en mode pression, jab, sprawl, finish au 3e round. Ça, ce serait ma préférence. Et du coup, j'ai envie, tu vois, de me laisser emporter par mon côté biaisé et le mettre vainqueur dans ce combat. Mais je crains vraiment un Sterling bien préparé avec la bonne stratégie qui vient soit le soumettre, soit prendre les 2 premiers rounds et survivre dans le 3. Et en termes de préférence, encore une fois, comme sur le dernier podcast qu'on a fait, je préfère Calvin Kattar en tant que combattant. Parce que et c'est pas que j'aime pas Sterling, j'aime beaucoup Sterling en tant que combattant, mais Kattar, j'aime trop sa façon de combattre. Par contre, sur la suite, il y a plusieurs intrigues, tu vois, genre Evloev contre Sterling, ça me plairait bien. Mais pour ça, il faut que Sterling gagne. T'allais dire Je viens d'ouvrir la page de Movsar Evloev pour voir s'il n'était pas booké. Et pour Qatar, j'aime bien l'idée de le voir contre Yair Rodriguez, par exemple. Et donc pour ça, il faudrait... une défaite, ça pourrait aussi l'amener à prendre ce combat. Mais avec une victoire, il y a peut-être un peu plus de chance. Donc, en fait, voilà. Sur le plan sportif et la suite, je préférais peut-être voir une victoire de Sterling pour avoir Sterling contre Evloev pour la suite. Et Qatar contre Yair Rodriguez ne ferait peut-être un peu du sens quand même. Donc on pourrait avoir Ouais, les deux même s'il y a oppositions. une défaite, hein. Même s'il y a une défaite, je pense que le combat, il peut se faire. C'est ça, Yair est sur une défaite aussi, hein. Bon, il est 4 au classement. Si Qatar perd, il va peut-être passer. Quoique Qatar, il est bien parce qu'en fait, il est 8 et il est devant Giga Chikadze et il a battu Giga Chikadze. Donc, il pourrait perdre et rester là, en fait, tout simplement. Donc, et après, au final, si tu as une victoire de Qatar et une défaite de Sterling, on pourrait avoir Sterling contre Bryce Mitchell, ce qui est pas mal non plus, en fait. Mais je préfère contre Evloev. Écoute, chouette division. Chouette division. Écoute, moi, ma préférence, ça va être pour Sterling, alors pour ses possibilités de combat. Voilà. Qui m'intéressent bien au final. Nickel. Ouais, putain. Pardon. Mais à long terme, un petit Sterling contre Ortega, ça peut aussi faire plaisir. Hein. À long terme, ouais. Il faudrait qu'il fasse une vraie montée en featherweight, que ça devienne vraiment un featherweight qui soit bien installé dans ce poids-là, tu vois. Mais ça, c'est un combat que j'aimerais bien voir, qui m'intéresserait beaucoup. Ok, Brian, merci pour ta prépa. Franchement, quel kiff de pouvoir échanger. Et c'était génial ce podcast sur un combat de sous-carte. Bon, après, on aurait pu le voir en main event de Fight Night. Personne se serait plaint de ce style d'opposition. Donc, on voulait absolument faire ce combat parce que toutes les intrigues, ça nous a permis d'aller toucher des points du MMA qu'on ne va pas spécialement aborder
tous les jours. Donc, en gros kiff comme d'habitude. Brian, merci. Les gens, abonnez-vous et à très vite. Merci à toi, Chris. Merci à tous. Ciao.